Bonjour à tous, du coup, correction des exercices que je vous ai donné à faire pour le chapitre sur les aspects énergétiques des phénomènes mécaniques. Vous aviez du coup 16-17 page 312 à exécuter ainsi que le 40 page 318 qui est un exo un petit peu plus sympa sur du foot. On y va tout de suite. Du coup, exercice 16, vous aviez un kitesurfer modélisé par un point matériel de masse m égale 80 kg qui réussit à s'élever d'une hauteur de 5 mètres au-dessus de la mer. On vous demandait du coup, premièrement, de calculer le travail W du poids entre le début de son saut et son apogée. Donc du coup, si on regarde le sujet, vous avez du coup un kitesurfer de masse 80 kg qui s'élève d'une hauteur allant de 0 jusqu'à 5 mètres. Donc du coup, le déplacement est de 5 mètres. On va considérer pour l'exo que l'ascension se fait bien verticalement et non pas en biais, sinon ça va commencer à devenir un peu plus compliqué pour les calculs. Et quand on vous donne pas un angle d'élévation, on va considérer que c'est bien vertical. Donc du coup, pour calculer ce travail, vous aviez la formule du cours, WAB d'une force, donc là en l'occurrence entre A et B c'était le poids, est égal au produit scalaire de cette force par le vecteur de votre déplacement. Donc pour ce produit scalaire, il fallait prendre la norme du vecteur du poids. Donc la norme du vecteur poids c'est m fois g. Ensuite fois la norme du vecteur AB. Donc la norme du vecteur AB c'est la longueur du trajet AB. Vu qu'il s'agit d'une hauteur de 5 mètres au-dessus de la mer et au niveau de la mer c'est 0, ça nous fait du coup une longueur de 5 mètres. Et enfin fois cos alpha, donc l'angle alpha entre le déplacement vers le haut et le poids qui est dirigé vers le bas, forcément ça fait un cos du coup de 180 degrés. Quand on applique numériquement, juste en dessous dans le cadre rouge, vous avez WAB de la force en question, donc ici le poids, qui est égal à 80 fois 9,81, donc M fois G, M en kilogrammes, G, l'intensité de la pesanteur sur la Terre, du coup, qui est égale à 9,81 newton par kilogramme, mais aussi mètres par seconde moins 2, ça dépend comment vous l'utilisez, c'est pareil, c'est deux unités qui sont équivalentes. Ensuite, fois 5, la longueur AB en mètres, et enfin, fois cos 180 degrés. Donc 81 fois 5 fois 80, ça donne environ 4000, et cos 180, ça donne moins 1, donc du coup, environ moins 4000 joules. Attention, cependant, j'ai mis qu'un seul chiffre dans ce cadre rouge, et je vous l'expliquerai dans une petite vidéo méthode que je sortirai du coup pour vendredi, sachant que vendredi c'est le premier où ça fait du travail. Je vais pas vous faire travailler un jour férié, ne vous inquiétez pas, par contre moi je vais vous donner une petite vidéo qui explique comment je choisis le nombre de chiffres que j'attribue du coup à mon résultat, qu'on appelle des nombres, des chiffres significatifs. Voilà, ce sera une petite vidéo méthodologie, il n'y aura pas de travail à faire à l'issue de cette vidéo, mais je vous expliquerai un petit peu comment je choisis le nombre de chiffres que je mets dans le résultat, ce sera important pour l'année prochaine à terminale. Deuxièmement, on déduit l'énergie potentielle de pesanteur EPP max du kitesurfer à l'apogée du saut avec un axe OZ orienté vers le haut en considérant que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle au niveau de la mer. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un axe OZ orienté vers le haut dont l'origine de l'énergie potentielle est au niveau de la mer, vu qu'elle est nulle, l'énergie potentielle au niveau de la mer. Donc on dit que c'est l'altitude 0. Donc du coup, en déduire l'énergie potentielle de pesanteur, ça veut dire que vous devez utiliser une relation du cours qui lie, comme ici, la variation d'énergie potentielle de pesanteur avec le travail sur AB du poids. Ok. Après, il y a deux moyens de faire, je vous les mets dans un autre cadre, on verra juste après. Ça veut dire que la variation d'énergie potentielle, c'est égal à EPP de l'arrivée au point B, moins l'EPP du point de départ, donc A. Ce qui veut dire une différence de mg entre parenthèses ZB moins ZA. Ok. Cependant, on va pas le calculer comme ceci, on va dire que la variation d'énergie potentielle de pesanteur, en fait, va être égale du coup à moins le travail du poids. On vient de calculer le travail du poids qui est égal à 4 kJ, à moins 4 kJ, mais du coup, si la variation d'énergie potentielle de pesanteur c'est égal à moins le travail du poids, et bien l'énergie potentielle de pesanteur fait 4 kJ. Sachant que ça part du niveau de la mer jusqu'à un point plus élevé, la variation d'énergie potentielle de pesanteur, c'est simplement l'énergie potentielle de pesanteur que vous avez au point d'arrivée, vu qu'au point de départ elle était nulle. Donc du coup, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est 4 kJ. Moins 0, donc 4 kJ.
Si vous vouliez le recalculer depuis 0, bah, il va falloir prendre l'énergie potentielle de pesanteur de votre point d'arrivée, moins celui de départ, sachant que celui de départ est au niveau de la mer, donc égal à 0. Donc du coup, c'est l'énergie potentielle de pesanteur que vous avez au point B. Et l'énergie potentielle de pesanteur EPP B, c'est égal à M fois G fois Z. Donc M, la masse de votre kitesurfer, fois G, l'intensité de la pesanteur terrestre, fois du coup l'altitude Z à laquelle il se trouve. Donc si on refait le calcul en cadre bleu, donc ça c'est la deuxième méthode, hein, si vous voulez vous vérifier, l'énergie potentielle de pesanteur c'est 80 kg fois 9,80 à l'intensité de la pesanteur terrestre, fois 5 mètres, et ça donne pile poil 4 kJ, donc du coup on retombe bien sur nos pattes, on est bien du coup en accord avec ce qu'on avait trouvé dans le cadre rouge. On passe à l'exercice suivant, du coup le 17, page 312, où on avait en fait des haltères soulevés par la française Gaëlle Nayo-Kechanke lors des JO de Rio en 2016. Donc ces haltères qu'elle a soulevés, hein, ça a l'air rien comme ça, mais ça fait quand même 103 kg. L'axe d'altitude est orienté vers le haut et l'origine est prise au sol, donc là où elle se trouve, et là où se trouvaient les haltères avant d'être soulevés. A. Exprimer puis calculer la variation d'énergie potentielle de pesanteur delta EPP des haltères modélisés par un point matériel lorsqu'ils sont soulevés du sol jusqu'à la hauteur h égale 2,0 m. Alors du coup, on reprend la formule qu'on a vue tout à l'heure. La delta énergie potentielle de pesanteur c'est égal à moins travail des forces, enfin moins travail du poids. Et on peut dire du coup que ici vu qu'on n'a pas le poids, ce serait un petit peu lourd de retravailler par rapport au poids. Donc on va calculer d'état EPP directement. Sachant comme tout à l'heure que les haltères étaient posés sur le sol, donc à un point d'altitude nul, ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur arrivée au point B, arrivée à H égale 2,0 m, c'est totalement égal à M, la masse des haltères, fois G, du coup l'intensité de la pesanteur terrestre, fois Z, l'altitude à laquelle ils ont été soulevés. Donc du coup, EPP, c'est égal à 103 kg, fois 9,81 N par kg, enfin, fois 2,0 m, altitude à laquelle ils ont été soulevés. Si on fait tout ça, ça fait environ 2, kJ. En déduire la valeur du travail du poids et commenter le signe de cette valeur. Donc du coup, le en déduire, ça veut dire qu'on a encore repassé par la relation delta EPP est égal à moins travail sur AB du poids. Donc du coup, on prend le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure pour EPP, on met un moins devant, et donc du coup, le travail du poids, WAB de P, c'est directement égal à moins 2,0 kJ. On va encore une fois vérifier par rapport au cadre bleu de tout à l'heure, on va dire que le travail du coup sur AB du poids est égal à la norme du poids fois la norme du vecteur AB, fois le cosinus alpha qui sépare du coup ces deux vecteurs. On sait que les haltères ont été soulevé vers le haut, on sait que le poids est toujours dirigé vers le bas, donc l'alpha, le cos, la valeur de l'angle alpha qui sépare ces deux vecteurs est toujours de 180 degrés. Donc le cos de 180 degrés est toujours égal à moins 1. Donc on sait que WAB de P c'est égal à moins F de F fois AB en termes de norme. Donc du coup, la norme du vecteur poids, le vecteur poids c'est égal à 103 fois 9,81, P égale toujours à mg, donc du coup c'est M 103 kg fois G 9,81, et tout ça du coup fois 2 mètres, parce que c'est la norme du vecteur AB. Tout ça fois cosinus 180 degrés, et donc du coup on trouve le même calcul que tout à l'heure, mais avec un cos 180 qui est égal à moins 1, et qui multiplie tout ça, donc du coup on trouve bien moins 2,0 kJ. Ok ? Ces deux méthodes sont totalement équivalentes. La première marche à n'importe quelle altitude, alors que la deuxième, du coup... celle du cadre rouge ici nécessite que l'objet soit au départ à une position d'altitude 0. C'est toujours par rapport à l'altitude de 0. On passe du coup à l'exercice un petit peu plus difficile qui était le mouvement d'un ballon. Donc du coup je vais pas relire le sujet en entier, mais en gros il faut savoir que il y a un mode pour tirer les pénaltys qui a été initié par un Tchécoslovaque qui s'appelait Panenka, et que du coup tout le monde essaie de refaire dans le but de lober le gardien au lieu de tirer en force. Bon ça, pour ceux qui m'ont en première et qui faisaient foot, je pense que vous savez ça mieux que moi. La barre transversale du coup du but est située à 2,44 m par rapport au sol, et le ballon de foot en général fait environ 620 grammes. Le point de pénalty est à 11,0 m de la ligne de but, et donc du coup on veut savoir, un petit peu avec les courbes qu'on a mesurées,
si il y a but à la fin ou pas. A. En détaillant le raisonnement, sachant que le tir a lieu à l'instant t égale 0, associé à chaque courbe 1, 2 ou 3, à la forme d'énergie correspondante cinétique, potentielle de pesanteur ou mécanique. Alors déjà, vu qu'on a une courbe qui est bien toute droite, et sachant que le ballon va faire une trajectoire, donc une trajectoire où il va s'élever du sol, puis ensuite redescendre, l'altitude va changer, la vitesse va changer, donc du coup l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur ne peuvent pas être constantes. La seule énergie qui peut être constante, dans le cas où on néglige les frottements, c'est l'énergie mécanique. Donc du coup, courbe numéro 1, quand je marquais en cadre rouge tout là-haut, courbe numéro 1, c'est énergie mécanique. Ensuite, au cours du trajet, le ballon va s'élever pour lober le gardien et redescendre dans les buts. Ça veut dire que le ballon, en termes d'altitude, va passer de 0, va s'élever et ensuite va revenir à 0 parce que toute chose qui monte redescend. Donc du coup, la courbe numéro 3, c'est bien l'énergie potentielle de pesanteur. Enfin, pour l'énergie cinétique, on sait que ça dépend de la vitesse et on sait que le ballon, au tout début de la trajectoire, va avoir une vitesse qui va être maximale, va s'élever du coup... va s'élever en altitude, donc ça veut dire que l'altitude va faire que le ballon va perdre de la vitesse jusqu'à temps où il arrive à son apogée de la trajectoire et donc du coup la vitesse va reprendre de la valeur. Donc du coup la courbe numéro 2 c'est bien celle de la vitesse où la vitesse est minimale au moment où elle arrive à l'apogée de la trajectoire. Ça c'est bon. B, pardon. À l'aide des courbes, déterminer la valeur HA de la hauteur du ballon et la valeur VA de sa vitesse lorsqu'il franchit la ligne de but. En déduire si le ballon peut entrer dans les cages ou pas. Alors du coup, on regarde un petit peu le graphique et on voit que pour ici x égale 11 mètres, on a pour la courbe rouge une valeur de 13, 14 joules en termes d'énergie. Et pour la courbe verte, on a une valeur d'environ 37. Voilà. 27. Donc du coup, on sait que, d'une part, EPP c'est égal à mg fois HA. HA c'est l'altitude, ici c'est la hauteur. Ok, donc à la place de Z j'ai mis HA, pour coller avec la donnée de l'exercice. Donc du coup, si on veut tirer HA de là, on passe M fois G de l'autre côté, donc du coup HA c'est égal à EPP divisé par M fois G. N'oubliez pas ces parenthèses qui sont importantes sur calculatrice. On applique du coup les valeurs numériques à la place des lettres. EPP c'est égal à 14 joules. Ouais, j'ai pris 14 parce que c'est la valeur maximale en fait. C'est celle qui va donner la plus grande hauteur. Donc du coup, si la hauteur elle est en dessous de 2,44 m, c'est gagné. Et peu importe si c'est 13 ou 14, vu que 14 ça passe. Donc du coup, HA c'est égal à 14 divisé par, entre parenthèses, 0,620. On passe la masse du ballon en kilogrammes, fois 9,80, intensité de la pesanteur terrestre. Ok? Donc 14 divisé par 0,620 fois 9,80, ça fait exactement environ 2,3 mètres. Et donc du coup, vu que le ballon va se diriger vers les buts avec une hauteur maximale de 2,3... à 11 mètres, du coup, il va se situer à une hauteur de 2,3 mètres du sol. Donc on sait que vu qu'on tire de 11 mètres de distance du but, au moment où il va passer à la ligne de but, il va être juste en dessous de 14 cm de la barre transversale. Donc du coup, le lob est réussi. C'est-à-dire qu'il passe bien au-dessus du gardien, mais tout en restant éligible à un but, si vous voulez. Il va pas arriver au-dessus de la barre transversale, donc au-dessus du but. Deuxièmement, maintenant, il est bien beau de lober un gardien, encore faut-il mettre une vitesse qui est conséquente afin que le tir soit réalisable. Si c'est pour faire un tir tout mou, en termes de vitesse, le gardien va juste avoir à se relever et à arrêter le ballon, donc du coup ça ne sert à rien, il faut avoir une vitesse qui est cohérente. Donc du coup, on regarde la vitesse par rapport à l'énergie cinétique. On sait que l'énergie cinétique est égale à 27 joules, on sait que l'énergie cinétique c'est 1/2 de m fois v au carré, donc on sait que v au carré, la vélocité, la vitesse de votre ballon au carré, c'est égal à l'énergie cinétique divisé par 1/2 de m, ok? Donc on remplace par les valeurs numériques, ça fait 27 pour l'énergie cinétique divisé par 0,5 fois 0,620, la masse du ballon, toujours en kilogrammes. Et si vous trouvez tout ça, donc vous trouvez une vitesse qui est au carré, le résultat de 27 divisé par 0,5 fois 0,620, il faut lui appliquer une racine afin de trouver VA et non pas V au carré, et vous trouvez une vitesse normalement qui est égale environ à 9,3 mètres par seconde. Ça veut dire que vu que vous tirez de 11 mètres de distance à la vitesse de 9,3 mètres par seconde, vous laissez un petit peu plus d'une seconde au gardien pour réagir.
Donc du coup, s'il a déjà plongé d'un côté, normalement en toute cohérence, il ne devrait pas avoir le temps de se relever pour aller choper le lob que vous lui avez du coup donné. Donc normalement, est-ce que le ballon peut entrer dans la cage des buts? D'une part, oui, parce qu'il a la trajectoire qu'il faut. Et en plus, on peut même dire que c'est cohérent avec un vrai tir et que le but va sûrement ne pas être arrêté. Ça, c'est la petite plus-value que vous avez par rapport à la question. C'est, que peut-on dire de l'énergie mécanique du ballon lors de son mouvement? Quand vous regardez la courbe bleue, elle est conservée, cette énergie mécanique, elle est toute constante. Donc du coup, on sait que la somme, toutes les forces qui sont appliquées sur le ballon sont de type conservatif. Donc là, on a vraiment négligé les frottements. Utilisez cette caractéristique de mouvement pour retrouver la valeur VA de la vitesse de votre ballon lorsqu'il franchit la ligne de but, en sachant que la valeur de vitesse à l'instant du tir était de V0 égale 11,5 mètres par seconde. Donc en gros là ce qu'on vous demande c'est de retrouver VA par une autre méthode qui est celle du théorème de l'énergie mécanique. Donc quand vous avez delta EM, la variation d'énergie mécanique qui est égale à 0, vous savez que en tout point de la trajectoire, vous avez la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle qui se conserve. Donc au point de départ, à 0 en fait, à x égale 0, sur le point de penalty pour tout le monde, hein, pour que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde. Au point de penalty, donc du coup à la distance 0 par rapport à mon tir, l'énergie mécanique était entièrement cinétique. On était encore le ballon posé au sol, il va décoller, on a le pied collé dessus, on lui inculque la vitesse initiale qu'il va lui falloir. On sait que du coup l'énergie potentielle de pesanteur, vu que le ballon est sur le point de penalty, donc situé sur le sol, est nulle. L'entièreté du coup de votre énergie mécanique est cinétique. Donc on sait que EM à l'instant 0, à l'abscisse 0, pardon, est égal entièrement à l'énergie cinétique que vous avez en 0. C'est pour ça que j'ai mis ici EC0, ok? Normalement j'aurais dû marquer EM0 est égal à EM11, ok? Donc l'énergie mécanique à x égale 0 est égal à l'énergie mécanique que vous avez en x égale 11. X égale 11 mètres, du coup la ligne de but. Et là, vous détaillez les deux. C'est-à-dire que EM à 0 mètres, c'est égal à EC à 0 mètres plus EPP à 0 mètres. Et de l'autre côté, vous mettez que EM à 11 mètres, c'est égal à EC à 11 mètres plus EPP à 11 mètres. Ok? C'est ce que j'ai fait ici. Sauf que EPP à 0 mètres, comme je vous l'ai dit, vu que le ballon est posé au sol, l'énergie potentielle de pesanteur à 0 mètres, elle est égale à 0. Donc vous avez EC à 0 mètres qui est égal à EC à 11 mètres plus EPP à 11 mètres. Ça va? N'hésitez pas à rembobiner un petit peu la vidéo pour regarder ça, parce que le nombre de fois où je dis EC, EM et EPP peut être un petit peu confus, donc n'hésitez pas à le remettre. Pour ceux qui ont suivi, ou pour ceux qui ont déjà rembobiné et qui ont bien compris maintenant ce que je viens de dire, il me suffit du coup de trouver EC à 11 mètres pour ensuite en déduire la valeur de la vitesse une fois que le ballon franchit la ligne de but. Ok, donc EC à 11 mètres, je passe EPP de l'autre côté, ça me donne EC à 11 mètres, qui est égal à EC à 0 mètres, moins EPP à 11 mètres. Ok, je remplace par les valeurs numériques. EC à 11 mètres, c'est quoi? C'est 1/2 de M fois V au carré, donc c'est égal à 0,5. Je ne peux pas mettre de fraction sur mon PowerPoint, ça fait chiant, du coup j'ai mis 0,5. Fois 0,620, ce qui est toujours la masse du ballon en kilogrammes, fois VA, ce qu'on me demande de trouver, au carré. Ok? Tout ça c'est égal à la vitesse, à l'énergie cinétique que vous avez à 0 mètres, donc 0,5, 1/2, fois la masse du ballon, 0,620, fois la vitesse initiale V0, que j'élève au carré, donc 11,5 mètres par seconde au carré. Moins EPP à 11 mètres. EPP à 11 mètres c'est quoi? C'est M fois G fois l'altitude qu'il y avait à 11 mètres, donc fois HA. Donc c'est égal à 0,620 la masse du ballon en kilogrammes fois 9,80 G fois 2,3 mètres, c'est la hauteur du ballon quand il passe du coup à la ligne de but. Ok? Si je passe le 0,5 et le 0,100 de l'autre côté, sachant que le 0,100 normalement devrait s'annuler partout si vous êtes bon en maths, vous trouvez une vitesse A, donc VA au carré, qui est environ égale à 87, et l'unité du coup c'est mètres carrés par seconde carré. Ok? Une fois que vous avez cette valeur au carré, n'oubliez pas de lui appliquer une racine. Et une fois que vous faites la racine carrée de 87, vous trouvez environ 9,33. Ce qui est bien en accord avec le cadre blanc qu'on avait trouvé juste auparavant. Donc du coup, les deux méthodes
sont, comment dire, équivalentes. Ça veut dire que passer par, comment dire, par l'étude graphique qu'on avait fait juste avant et passer par le théorème de l'énergie mécanique juste après est totalement équivalent. On a bien fait du coup de négliger, pardon, on a bien fait du coup de pas de négliger force de frottement parce que dans les deux cas c'est négligé donc du coup ça ne sert à rien. Mais dans les deux cas en fait la méthode revient à la même vitesse donc du coup on est bon. Ok, voilà. J'espère que ça vous aura été utile et que vous avez bien compris tout ça. La prochaine fois du coup on passera au chapitre suivant. Sachant que la prochaine fois sera lundi prochain, vendredi je ferai une petite vidéo en fait pour vous expliquer comment je garde le nombre de chiffres à la fin. Et vous verrez que ben c'est pas une règle qui est super facile, mais une fois que vous l'avez en tête, ça va vous permettre de gagner des points au bac et vous passer votre résultat comme étant crédible au lieu de quelque chose qui ne l'est pas. Voilà. Vous savez qu'on n'attache pas beaucoup d'importance à quelqu'un qui met tout le chiffre de la calculatrice, mais qu'on trouve sérieux quelqu'un qui choisit le bon nombre de chiffres, et ça, je vous le dirai dès vendredi. Donc du coup, le chiffre significatif, ce sera pour vendredi. Voilà. Sur ce, ben, travaillez bien, révisez bien, pas d'exercice pour la prochaine fois, on attaquera un nouveau chapitre. Par contre, il est possible que je mette un QCM comme d'habitude. Je suis pas encore sûr de le mettre, mais en tous les cas, restez bien à l'affût sur Pronote. Merci à tous, et puis restez confinés, hein, surtout, jusqu'à nouvelle directive du gouvernement. Au revoir.